La team, je vais vous montrer deux vidéos. La première sera celle de Cheikh Keita, 4 minutes, qui nous parle du risque de la dévaluation du franc CFA à cause de la sortie dans la CEDEAO des pays de l'AES. Le franc CFA risque une dévaluation parce que c'est l'UEMOA qui en prend un coup et c'est la CEDEAO qui en prend un coup. Vous savez, voir sortir 3 grands pays dans une association fragilise forcément ce pays. Parce que vous aurez un manque de beaucoup de choses, mais aussi même d'un territoire. Entre le Niger, le Mali, le Burkina, nous avons un très grand territoire parce que le Mali est un très grand pays et le Niger également. Alors, juste ces pays, je pense même qu'ils sont plus grands que tous les autres de la CEDEAO. Vous convenez donc avec moi maintenant que voir ces pays quitter la CEDEAO a un gros problème. Un problème extrêmement important pour la CEDEAO. Il faut donc tout faire pour que ceci soit un échec et mat. Parce que si ceci devient véritablement effectif et définitif, la CEDEAO prendra cher. Ou très certainement, elle fera tout pour tomber tout de suite dans l'écho. L'écho qui n'est en réalité rien d'autre qu'un changement de nom, mais pas de paradigme. Toute la façon dont on obtient le franc CFA restera le même dans l'écho. C'est juste le nom qui va changer. Et là, c'est un problème de fond. À côté de ça, je vais vous montrer une vidéo aussi de Pulchering Ballet sur LAF TV où elle est passée. Où elle a continué à dénoncer par rapport aux casses de certains Ivoiriens qui continuent à subir, parce que les casses continuent, seulement qu'on n'en parle pas trop. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le buzz, c'est 3 jours, tout au plus. Et après 3 jours, chacun continue à vaquer ses occupations et on s'en fout de tout le monde. Mais il y a des personnes qui continuent à subir aujourd'hui. Le problème est surtout au niveau des indemnités. Ceux qui méritent d'être soutenus par rapport à tout ce qui se passe ne sont pas souvent soutenus. Ou alors, on choisit sur le volet ceux qu'on va soutenir et on ne soutient pas tout le monde. À côté, on oublie qu'il y avait des commerçants, c'est-à-dire ceux qui avaient des boutiques, ceux qui avaient des quincailleries, ceux qui avaient vraiment ce qui les permettait de manger. On les oublie. On se concentre souvent seulement sur ceux qui avaient des maisons et tout. Et on oublie ceux qui avaient leurs petites entreprises et moyennes entreprises. Il faut tous les dédommager et leur donner une possibilité de se réinventer dans d'autres domaines, bien dans d'autres endroits. Priver des individus de ce qui peut leur donner le pain quotidien tous les jours. Et clairement mettre ces individus contre l'État. Ce sont donc des personnes qui, à tout moment, peuvent porter des armes, devenir des rebelles contre l'État, tout simplement parce que vous les avez retirés de quoi manger. Et ça savez ça qu'on crée des microbes. Ça savez ça qu'on crée des rebelles. Donc, et je ne sais pas pourquoi Ouattara fait ça. Parce qu'il crée souvent des situations pour, après, pendant les élections, profiter de ces microbes-là, leur donner l'argent, leur donner des voitures pour qu'ils puissent déstabiliser les vrais militants qui se mobilisent pour un véritable changement. Nous avons vu ça en 2020 et on ne sait pas ce qu'on verra en 2027. La team, écoutons ensemble ces deux vidéos. Oh oh! Parti Sagana, parti Sagana, parti Sagana. On dit quoi? Coup de marteau. C'est pas comme ça, on fait coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau. Donc la sortie de l'AS est le coup de marteau sur l'UMOA et la CEDEAO. Coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau. Pa. On ne vous a pas dit ça. On vous cache ça. On nous attaque. On cache la vérité. Pa. Ah, ça c'est un coup de marteau. Un coup de marteau spirituel. Un coup de marteau catastrophique. Un coup de marteau monétaire. Un coup de marteau géopolitique, géoéconomique. C'est vous qui allez avoir des problèmes et non nous. Voilà la réalité. Maintenant que ces pseudo-spécialistes et économistes arrêtent de se vanter sur les plateaux de télévision médiocres et qu'ils viennent à la source pour qu'on leur dise la vérité. Ce n'est pas nous. C'est parce que nous sommes 7 que le CFA est à ce niveau. Si nous on sort, le CFA perd automatiquement de sa valeur. Même si la France ne nous restitue pas notre or, utiliser notre or sera illégal. On va attaquer la France devant toutes les juridictions internationales compétentes pour que notre or ne soit plus pris en compte par la France dans ses miens, ses miens. Vous avez compris? Alors, ça,
dites partout. Keïta dit, la sortie des États de l'AES va affaiblir le franc CFA et il y a possibilité de dévaluation du franc CFA. Je suis sûr qu'Alassane Ouattara va dire, c'est pas vrai. On a cru qu'on était bien protégé. Pourquoi il a fallu que ce petit Keïta encore, ce gars-là, il me pourrit la vie? Pourquoi encore il faut qu'il ait l'esprit ouvert pour parler de ça? Pourquoi? On était bien cachés, personne n'en parlait, on se croyait bien sécurisé. Pourquoi Keïta en parle? Keïta, qui es-tu? Pourquoi tu ne peux pas voir certaines choses passer? Alassane Ouattara, je t'ai dit, je te suis jusqu'au bout, je suis ton cauchemar. Faut sortir, je travaille. Non, sors. Quand j'ai fini. Pati Sagana. Pati Sagana. Vous y croyez? On veut faire croire que c'est nous, alors que c'est eux. Ils craignent la dévaluation. Il y aura la dévaluation. Le jour où on va quitter la CEDEAO, je vous donne juste quelques semaines, quelques mois. Au maximum 1 an, le franc CFA sera dévalué. Parce que la valeur ne sera plus. Et maintenant, nous en sortant, pour éviter une dévaluation, ils seront obligés d'aller vite à l'éco. Ce sera le seul moyen d'éviter la dévaluation. Et même les prédictions de l'éco, c'était en fonction du Niger, du Mali, du Burkina. Donc, même les prédictions de l'éco vont changer. Vous n'avez même pas une idée des bousculements, des bousculades économiques, des catastrophes que cela va entraîner. Vous n'avez même pas une idée. Quand les gens s'attaquent à nous, ils refusent de voir la vérité, la fuite en avant. On les regarde et on rit. On les regarde et puis on rit. Parce que même l'éco sera réévalué. Parce que ni le Niger, ni le Burkina, ni le Mali ne feront partie. Donc l'éco doit être réévalué. Le CFA sera dévalué. S'il reste dans le CFA, il y aura une dévaluation. Et pour que l'éco soit lancé, il faut désormais que l'éco... C'est pourquoi ils veulent faire tout pour éviter cela. Alors, quand il y a des situations qui se passent, on pense que nous, on est tout de suite comme ça, comme ça, comme ça. Mais les gens, ils oublient. Ils ne font pas une analyse ouverte. Ils font une analyse minimale, minimisée. Et c'est nous, on attaque. Mais les autres, là, on les garde chaud, on les oublie. Cette rhétorique, ce narratif-là, il est dépassé, il est décodé, il est démodé. Nous sommes là. L'alternative citoyenne ivoirienne, on aura son regard sur l'actualité sociale. On parlera des déguerpissements. Hein. C'est passé, vous le savez, un peu tout ce qu'on a vécu. Le point aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement donc avait prévu aider ces familles-là. Est-ce qu'elle a un point à nous faire là-dessus? Et elle veut aussi réagir sur l'interdiction par le district du commerce ambulant et de la mendicité. Madame la présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Alors, on ne peut pas commencer notre interview sans que vous ayez un mot à la mémoire, en direction de la mémoire du président Bédié. Oui, merci beaucoup. Ce décès a affligé toute la nation. Nous aussi, on a été profondément touchés parce qu'il a marqué l'histoire politique de notre pays et c'était quelqu'un qui soutenait beaucoup tout ce qui allait en faveur de la paix. Donc vraiment, que son âme repose en paix et que vraiment le Seigneur console tous ses proches, particulièrement sa veuve. Merci d'être venu. Merci pour ces mots. Merci. Alors, vous étiez là lorsqu'il y avait donc, on était dans le show du déguerpissement. Aujourd'hui, quel point pouvez-vous nous faire après surtout que le gouvernement ait pris sur lui de pouvoir donc aider toutes ces familles-là à pouvoir se reloger? D'accord, merci beaucoup. J'ai 9 points à relever. Je ne sais pas si je pourrais tous les égrener. Si vous y allez très vite. D'accord, merci beaucoup. En fait, on est toujours dans le show parce que les déguerpissements se poursuivent. La première chose, c'est de relever que tous les quartiers déguerpis ne sont pas précaires. Je donne 2 exemples. À Jesco, aux Pays-Bas, le quartier a été loti depuis 2002 et il y a des habitants de là-bas qui disposent de ACD. Ensuite, Banco 1 est un village qui a été créé par décret présidentiel le 25 août 2010. Il y a eu une consultation populaire récemment
en 2023 pour désigner le dernier chef qui a bénéficié de son arrêté le 8 janvier 2024. Donc toutes les zones ne sont pas précaires. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation entre les mesures qui ont été prises et les préjudices subis. Il n'y a pas d'adéquation non plus entre les mesures et les besoins de ces déguerpis. La troisième chose, c'est la non-attribution de l'indemnité de logement à tous les déguerpis. Il y a des quartiers où on n'a jamais rien reçu jusqu'aujourd'hui. Il y a des quartiers où on a donné seulement aux propriétaires et non aux locataires, alors que c'est tous les ménages. C'est un ensemble. Voilà, c'est eux tous qui en ont besoin en fait. Ensuite, il y a la non prise en compte des commerçants et des fermiers. C'est-à-dire que quand on entend tout ce qui se dit sur les déguerpissements, c'est comme si c'était seulement les logements, mais il y a des commerces qui ont été détruits sans que cela n'ait été pris en compte. Il y a des fermiers qui ont perdu leur ferme sans aucun dédommagement. Ils ne figurent sur aucune liste. La quatrième chose, c'est que les listes sont malheureusement frauduleuses. Ah bon? Pourquoi vous dites cela? Il y a seulement 2 quartiers où on a commencé à donner l'indemnité de relogement, mais il y a des victimes. Lesquelles? Il y a certaines choses, comme on dit. Les 2 quartiers, c'est Jesco et Atekoubé. Voilà, et c'est les mairies qui pilotent en collaboration avec le ministère de la Solidarité. Il y a des victimes dont les noms ne figurent pas sur les listes. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas victimes, qui ont bénéficié de cette indemnité. Quand je prends l'exemple de Jesco, les déguerpis eux-mêmes ont déclaré 112 propriétaires de cours et 549 locataires. Mais après, pendant qu'on payait, les chiffres qui ont été annoncés, c'est qu'il y a 203 propriétaires de cours et 1191 locataires. Alors que les déguerpis eux-mêmes n'ont pas été associés à l'élaboration des listes. Il y a un contrôle qui va se faire sur la liste pour voir la véracité donc des noms inscrits, n'est-ce pas? Oui, on espère, parce qu'on n'affiche même pas les listes. On ne les affiche pas. Très bien. Voilà. Ensuite, il y a la non-implication du ministère de l'Éducation. Il y a des milliers d'élèves qui ont été ont vu leur scolarité interrompue parce qu'on ne casse pas seulement les maisons. On casse les maisons avec les effets personnels des gens parce qu'on les recense pas avant et parce qu'on les surprend. Donc il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu terminer leur scolarité. Certains sont partis carrément au village avec leurs parents et d'autres sont à Abidjan, mais dans des zones où ils sont loin de leur établissement. Et s'ils n'arrivent pas à s'insérer dans les établissements environnants, ça interrompt leur scolarité. Donc on n'a pas senti l'implication du ministère de l'Éducation. La 7e chose, c'est que la fameuse cellule... On a fini presque voilà, pour qu'on puisse vous poser des questions. Oui, rapidement. La cellule qui avait été annoncée être logée à la primature pour faire le suivi de tout ça jusqu'aujourd'hui n'est pas encore mise en place. L'autre chose, c'est que le district poursuit. Le rythme a baissé, mais les déguerpissements se poursuivent. Très bien. Ensuite, il y a l'insuffisance de communication avant, pendant et après avec les déguerpis. On répond pas aux courriers. Il y a des quartiers non listés comme Atekoubé Lagune qui ont été cassés. Justement, jusqu'aujourd'hui, on demande la liste des quartiers pour pouvoir sensibiliser, mais on ne l'a pas. À cause du temps, je suis obligé de... Voilà, pour qu'on puisse réagir et vous poser des questions. Daouda. Oui. Non, moi, pour moi, ça va, parce que je pense qu'elle est venue grainer le chapelet de problèmes. On va l'y accompagner, sûrement. Donc, elle est venue faire le point de ce qui ne va pas, voilà, pour la population. Donc, puisqu'elle fait le point, il faut, pour ma part, suivre ce point-là et faire l'écho de ce qu'elle dit, de sorte à ce que ces populations rentrent dans leurs droits. Du moins, Marius, réaction. Non, mais il faut dire que c'est un travail important qui a été réalisé. Si nous suivons donc la liste qu'elle a égrenée, parce que c'est des points sur lesquels nous avons tous épilogué là-dessus, lorsque le gouvernement a fait sortir donc la liste des mesures qui devraient naturellement accompagner à la suite d'ailleurs de l'action de la société civile dont elle portait également le lead avec les Boga, Sako et Gervais et tout ça. Donc c'est salutaire. Seulement, je voulais juste m'assurer, au regard de tout ce que vous avez listé, est-ce que vous avez pris attache, soit avec le district, soit avec les mairies, pour savoir exactement si d'ordinaire tout ce que vous avez relevé serait pris en compte? Oui, nous avons créé une coalition des victimes et menacées de déguerpissement. On a adressé des courriers à toutes les autorités. Seul le ministère de la Construction et celui de la Solidarité ont répondu, mais ils disent qu'ils n'ont pas la décision. Très bien. Élisée Bologo. Moi, je
Je suis très intéressé, c'est vrai qu'elle a égrené un ensemble de chapelets qu'on a tous entendus. Moi, je suis très intéressé de savoir aujourd'hui où vous en êtes avec, je vais dire, la prise en compte, parce qu'on s'est rappelé ici, on nous a montré des images où vous étiez allé à GESCO. Oui. Voilà où vous étiez en groupe avec le maître Bougassako, comme il l'indiquait, et il était question pour vous de prendre en charge, en fait, je vais dire, le côté conseil juridique de ces victimes-là. Aujourd'hui, où nous en sommes avec cette démarche-là, et que dit votre interlocuteur en face, si d'aventure vous avez pu encore échanger les documents en dehors de vraiment, je vais dire, l'administration. Voilà. L'administration. Oui. Non, je veux dire que vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas, Elle a fait des courriers. Vous avez fait des courriers. Oui. Mais je demande, vu que vous avez engagé un autre volet, qui est le volet conseil juridique, pour accompagner ces victimes-là, aujourd'hui, où vous en êtes dans cette démarche? Bon, on a plusieurs avocats qui nous accompagnent. Il y a l'avocat de Koumassi, comment on appelle, Oufoué-Boigny, qui a déjà gagné son procès. Hein. Ils sont en train de faire les calculs pour indemniser ces populations-là. Et il y a plusieurs autres avocats. Donc, on dirige chaque groupe vers des avocats le temps que il est 20h20. Pour écouter vos notifications, suivez celle qui s'affiche sur votre téléphone pour autoriser l'accès correspondant. D'accord, merci madame. Je pense que c'est un travail très bien fait. Vous avez relevé des points et je pense que moi, c'est par rapport au commerce, par exemple, je connais un quartier à Djamé, juste en face de la pharmacie Agban, des commerçants qui étaient là. Ils ont des contrats de bail avec le bailleur original. On a cassé leur magasin, mais on se rend compte quelques jours après que c'est d'autres magasins qui sont en train d'être construits. Est-ce que vous êtes tombé sur ce genre de cas? Si oui, comment est-ce que la société civile, à travers votre la mairie et tout cela, puisse vraiment aider ces gens-là à obtenir gain de cause? Parce que eux, ils sont pas forcément dans une situation de fragilité. Elle va répondre à la question. Oui, en fait, nous, on lance un appel pour que tous les groupes qui sont victimes de déguerpissement viennent vers nous. Sinon, quand on va vers eux, la moindre des choses, c'est d'écrire aux autorités. Malheureusement, ils ne répondent pas. Sinon, sur le site de Zo Village aussi, dès que le site a été déguerpi, on a vu des géomètres qui ont commencé à prendre des mesures et tout. Bon, il n'y a pas de communication dessus. Donc, vraiment, c'est compliqué. Oui, je veux juste demander, quand elle dit on a écrit aux autorités, c'est quoi? C'est un courrier de demande d'audience ou c'est un courrier de, je sais pas, pour demander qu'on ait une attention particulière avec les déguerpis? C'est quoi en fait le contenu de ces courriers? Ce sont des courriers de demande d'audience parce qu'il faut qu'on leur parle, qu'on leur expose la situation qu'ils ignorent peut-être pour qu'ils puissent trouver des solutions. C'est des demandes d'audience. Aussi au niveau de la primature. Depuis la présidence jusqu'aux mairies, on écrit à tous les acteurs. Le district y compris, hein? Oui, le district y compris. Marius, oui. Non, je vous voyais faire comme ça, allez-y. Oui, parce qu'en fait, c'est très embêtant pour notre administration. On me dirait tout simplement c'est la lenteur administrative, mais pour des cas d'une importance pareille, on aurait souhaité que notre administration aille un peu plus vite pour au moins rassurer les organisations de la société civile qui accompagnent eh bien, les populations qui vivent de tels effets néfastes d'une action gouvernementale qui, naturellement, leur a fait perdre beaucoup. Je pense, voilà, en plus, on est en saison pluvieuse. Eh ben voilà. Donc, les examens à grand tirage aussi commencent. Surtout, les examens à grand tirage. Donc, il faudra donc sur ce point-là que les autorités vous donnent au moins le là, vous disent ce qui se passe en réponse au courrier et vous recevoir. C'est ça. Élisée, rapidement, avant donc une question, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je voulais juste savoir aujourd'hui, vous qui avez mené ce travail apparemment minutieux d'investigation avec tous les points que vous avez cités, est-ce que vous pouvez nous donner un nombre exact des victimes de toutes ces opérations-là aujourd'hui? C'est difficile parce que il n'y a pas de recensement avant que les déguerpissements ne se fassent. Donc, dès que ça se passe, il y en a qui vont au village, d'autres dans certains quartiers. Mais donc, ceux qui restent au moins, voilà, ceux qui restent, on a quelques chiffres, mais c'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif. Oui, mais ça peut avoisiner combien? On peut toujours faire avoir une petite idée. 2000, 3000, 50 000, 100 000. Bon, en tout cas, c'est au moins autour de 500 ménages qui sont affectés et au moins 3000 élèves. Très bien. J'aimerais vous faire réagir maintenant sur cette décision du district d'interdire les vendeurs ambulants et aussi de faire en sorte qu'on n'ait plus de mendicité dans nos rues. Réaction.
Oui, pour la mendicité, c'est vraiment une très bonne décision parce que ça gêne tout le monde. Non seulement c'est pas bon pour le paysage, mais ils sont très agressifs, hein, ces mendiants-là. Et donc là-dessus, c'est bon, c'est une très très bonne décision pour les sachets aussi. Mais pour les vendeurs ambulants et pour les charretiers à bras plutôt, il y a un problème. Lequel? Quand on prend les charretiers, d'accord, les charretiers à bras, donc on appelle les wotros ou les pousse-pousse. C'est ça. Voilà, ils font partie du transport des marchandises. Donc, la plupart des commerçantes, les petits commerçants des marchés et tout, c'est eux-là qui prennent leurs marchandises pour les acheminer vers les lieux de vente. Donc, ça va augmenter forcément, non seulement c'est des emplois qui se perdent, mais ça va augmenter le coût du transport alors qu'on se plaint déjà de la cherté de la vie, il y aura des répercussions sur les denrées alimentaires. Pour les vendeurs ambulants, c'est bien de vouloir assurer la sécurité des biens et des personnes, mais ça pose aussi le même problème. On est dans un environnement très difficile, ça va aussi créer des chômages. Donc, il serait bien quand même que quand on veut prendre ce genre de décision, on ait une réunion avec ces acteurs-là pour voir comment on peut encadrer leur activité au lieu de supprimer Ils sont représentés, ceux qui font, enfin, ils ont une association, les charretiers, Ils n'ont pas d'association à ma connaissance, mais ils payent des taxes, on peut les contacter, on peut les regrouper, en tout cas on peut les organiser, on peut les rencontrer si on veut. Mais vous qui êtes acteur de la société civile, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ces personnes-là puissent rentrer dans le formel? C'est pas notre rôle. C'est jamais votre rôle. Non, je vous écoute. Comment c'est jamais notre rôle? Non, vous avez un problème, vous. Bon, vous savez, il y a des associations. Et on a terminé l'émission. Oui, il y a des fêtières de commerçants. Et il y a une carte professionnelle de commerçants, je parle sous son contrôle, qui a été instituée. Le but de cette carte-là, c'était de permettre à ces fêtières-là d'organiser, de formaliser, de professionnaliser tous ceux qui sont dans l'informel. Donc nous, c'est pas notre rôle. Informez-vous un peu, hein. Je suis très bien informé. Non, pas du tout. Parce que on termine le débat. C'est pas notre rôle. On termine le débat. Mais c'est jamais votre rôle. L'émission donc est terminée. Vous avez critiqué sur le Daouda, avec la vérité. L'émission est terminée. Merci. Votre vérité, madame. Merci, Daouda. La vérité. Madame Bailey, je vous en prie. Vous êtes président.